7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique, tous les jours à 8h10. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Alexandre. Vous nous parlez ce matin du capitaine Dreyfus. On va célébrer ce week-end les 120 ans de sa réhabilitation, ce qui va donner lieu à plusieurs événements. Oui, Alexandre, seulement un mois après la panthéonisation de Marc Bloch, c'est une autre figure de l'histoire de France qui va être honorée dimanche par Emmanuel Macron, qui semble atteint d'une forme aiguë de commémorationnite, le capitaine Dreyfus. Il y a en effet 120 ans, le 13 juillet 1906, après plus de 10 ans de combats menés par son frère et quelques amis comme Clémenceau, l'officier français juif faussement accusé d'espionnage au profit des Allemands était réhabilité par la Cour de cassation et il obtenait sa réintégration dans l'armée. Revenu de l'île du Diable en 1899 après 4 ans de bagne, il avait à nouveau été condamné par la justice militaire et n'avait pu recouvrer la liberté qu'au bénéfice d'une grâce présidentielle. Il lui avait donc fallu attendre encore plusieurs années pour que la vérité soit enfin reconnue par l'État français, son innocence. Mais entre-temps, son nom avait dépassé sa seule personne en révélant deux Frances radicalement opposées et en donnant lieu à l'apparition d'une nouvelle catégorie sociale, les intellectuels. Certains datent aussi de l'affaire Dreyfus la véritable naissance du clivage droite-gauche en France, et c'est là où je veux en venir. La gauche de l'époque ayant majoritairement combattu pour défendre l'honneur de Dreyfus au nom de la justice face à une droite nationaliste disant préférer une injustice individuelle à un désordre collectif, la gauche contemporaine s'autorise une appropriation politico-culturelle de la figure de Dreyfus qui ressemble à une captation d'héritage. Pourquoi dites-vous cela ? D'abord parce que de même que Marc Bloch, dont la figure était scandaleusement récupérée par la France insoumise, n'appartenait à aucun camp politique et sa mémoire encore moins, puisqu'il était avant tout un Français patriote et républicain, Alfred Dreyfus, également grand patriote et grand républicain, ne saurait être la propriété exclusive de la gauche, et encore moins un argument pour attaquer la droite d'aujourd'hui au prétexte que la droite d'hier était anti-dreyfusarde. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même Émile Zola, grande conscience de gauche, qui a alerté l'opinion publique et lancé la contestation de sa condamnation avec son célèbre J'accuse, publié dans l'Aurore en janvier 1898. Je vous répondrai oui et non. C'est bien l'auteur de Germinal qui a fait tout cela, mais il a débuté cette campagne dans Le Figaro, et oui, qui est déjà à l'époque un journal de droite, fièrement conservateur, précisément le 16 mai 1896, avec un texte d'une rare puissance titré Pour les Juifs. Et c'est dans Le Figaro toujours que paraît la première et longue interview d'homme libre de Dreyfus à sa sortie de la prison de Rennes en septembre 1899. Alors que dans le même temps, un Jean Jaurès se désintéresse du cas Dreyfus, estimant qu'il s'agit d'une affaire interne à la bourgeoisie. Le chef socialiste veille alors surtout à ne pas froisser son électorat ouvrier, imprégné des clichés antisémites sur le juif capitaliste écrasant le prolétariat. De cette ambiguïté, Jaurès sortira bien sûr quelques années plus tard, mais ses héritiers pas toujours. Que voulez-vous dire ? Il y a étrangement eu comme un malaise entre la gauche et Dreyfus et ce qu'il incarne tout au long du XXe siècle. Je passe sur le nombre de Dreyfusards devenus des pacifistes de gauche et que l'on retrouvera à Vichy et dans la collaboration. Il faut lire l'étude saisissante de Simon Epstein à ce sujet. Mais après le Victor de Mitterrand en 1981, c'est à nouveau le règne de l'ambiguïté suspecte, illustrée par les mésaventures de la statue de Dreyfus que décrit avec brio François-Guillaume Laurin dans Le Point de cette semaine. Commandée en 1984 par Jack Lang au Sculptor Team, elle ne trouve sa place ni à l'école militaire, Mitterrand en refuse l'idée, ni près du palais de justice, là c'est Robert Badinter qui n'en veut pas, et elle finit dans un coin discret des Tuileries, puis dans un square du quartier Montparnasse. De même, en 1994, le centenaire de l'arrestation de Dreyfus ne figure pas dans les célébrations officielles, encore une fois par la volonté du président socialiste. Étonnant, non ? Bon, aujourd'hui, il y a quand même un consensus sur la personne de Dreyfus. Oui, d'ailleurs, quand l'an dernier, Gabriel Attal a proposé d'élever Dreyfus par une loi au rang de général de brigade à titre posthume, aucune voix parlementaire ne s'y est opposée. Et le fait que l'actuel président de la République vienne en personne, au nom de la France, assister dimanche à l'installation de la fameuse statue errante dont je vous parlais, cette fois place Dauphine, devant le palais de justice, montre bien qu'il n'y a plus de débat. Quoique, certains ne manqueront pas de s'interroger lors de cet hommage à un homme victime de l'antisémitisme, de la présence de ces élus d'un parti de gauche, la France insoumise, qui refuse de participer à des marches contre l'antisémitisme et de qualifier les auteurs des massacres du 7 octobre de terroristes, qui font des jeux de mots sur les non-juifs, qui lancent des fatwas numériques sur des intellectuels ou des politiques juifs, et qui frayent avec des mouvements islamistes revendiquant l'éradication d'Israël. Mais on le sait, ces gens-là, en matière de récupération politique comme dans le reste, osent tout. C'est même à cela qu'on les reconnaît. Merci Jean-Christophe Buisson, votre édito politique sur Europe 1. À suivre dans un quart d'heure.